Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver, public désormais fidèle de cette émission qui permet chaque lundi en direct de rendre compte de la riche actualité de la comédie française. Alors désormais, on pourrait presque dire que la comédie française a 4 salles de spectacle. La salle Richelieu, place Colette, à Paris, le théâtre du Vieux-Colombier, à Paris aussi, le Studio Théâtre sous la pyramide du Louvre, et puis sa programmation numérique, lucarne ouverte à tous, qui fourmille de contenus, tous plus palpitants les uns que les autres. On peut y flâner comme ça pendant des heures, regarder, écouter, découvrir toujours. Les acteurs de la maison y font toutes sortes de prouesses, ils y parlent, ils y lisent, ils y jouent en toute liberté. 5 millions de vues déjà sur cette programmation numérique. Alors ce soir, c'est de cette salle dont nous allons parler et peut-être plus spécifiquement de ce qu'elle réserve aux curieux lycéens qui voudraient passer leur bac brillamment, voire même joyeusement. À mes côtés pour se perdre dans ces méandres poétiques et numériques, Marine Jubin, bonsoir. Bonsoir Judith. Vous êtes responsable du service éducatif. Thomas Reverdy, bonsoir. Bonsoir. Romancier, professeur de lettres. Marie-Laure Bazuyot, bonsoir. Professeur de lettres et de théâtre. La comédie française, cette saison encore, en effet, a pensé une programmation en ligne directement inspirée par les œuvres qui sont au programme du baccalauréat. Est-ce que c'est une mission normale pour un théâtre national comme la comédie française ? En tout cas, c'est une des missions que s'est imposée Éric Ruff depuis son arrivée en 2014 à la comédie française. L'idée étant vraiment de servir au plus près les attentes des jeunes. Alors c'est pas tant de répondre au programme du bac de français que de porter haut et fort et joyeusement, comme vous le disiez Judith, la culture française, qu'il s'agisse évidemment du théâtre, mais aussi depuis aujourd'hui la poésie française. Donc l'idée, voilà, c'était de dire que la culture est vivante et que les comédiens français, la troupe des comédiens français, on est l'un des porte-paroles, l'une des incarnations, voilà. Et quand on est côté enseignement, ces contenus-là sont des contenus qu'on attend ou bien on se dit, je veux dire, on trouve ça normal ou on s'émerveille. De notre côté, ça a été d'abord une vraie surprise parce que c'est un contenu complètement nouveau. Alors les poèmes, c'est très récent, mais le théâtre à la table, ça a été une divine surprise de découvrir cette proposition qui n'existe pas ailleurs, qui est une sorte d'intermédiaire entre la découverte, la lecture silencieuse de l'enseignant ou de l'élève face à sa pièce et puis la mise en scène, cette espèce d'état intermédiaire auquel on n'a pas accès d'habitude, qui donne un peu l'impression d'assister à une répétition, à une étape de travail. On rêve toujours d'assister à des répétitions, c'est en général assez rare et c'est un peu ce plaisir-là qui nous est donné. Oui, sur les formes, c'est vrai qu'ils sont offertes sur cet espace numérique parce que là, on entre tout de suite dans des formes précises, mais peut-être pour dire à ceux qui nous regardent, qui ne se sont peut-être pas encore complètement perdus sur tout ce site, il y a en effet ce qu'on appelle le théâtre à la table, vous le disiez, une forme hybride qui est née d'une nécessité de s'exprimer pendant le confinement et de faire théâtre envers et contre tout, donc c'est une forme bien particulière. Il y a des greniers d'acteurs, il y a des contenus pédagogiques, il y a des lectures, il y a eu l'intégrale des Fables de La Fontaine, il y a eu toute la recherche du temps perdu. Là, maintenant, en effet, tout récemment, un beau corpus par rapport au programme Corpus Apollinaire, Baudelaire et Victor Hugo. Donc ça, c'est le programme des lycéens. Voilà. Donc c'est juste pour donner un petit peu les clés de savoir ce qu'on peut trouver. Vous, par exemple aussi, dans votre enseignement, cette plateforme-là est une source complémentaire attendue. Oui. Alors, on l'attendait pas quand elle est arrivée, puisque ça a été effectivement, comme tu disais, une surprise, et puis qu'on a accueilli avec joie, parce qu'on a tout de suite pu s'en saisir. Effectivement, c'était au départ les théâtres à la table. Alors, on en reparlera, mais par exemple, le Lagarce a été absolument formidable, et puis ça donnait une expérience de cette pièce pour les élèves là qui était vraiment super, qu'on pouvait comparer par ailleurs à d'autres choses qu'on trouve
sur Internet. Hein. Enfin, je veux dire, le film de Nolan et tout ça. Et donc, voilà, c'était un outil complètement nouveau et assez miraculeux. Et puis là, plus récemment, les poésies qui ont été lues. 283 poèmes. Ouais. C'est quand même pas mal. Parce que c'est un sacré programme. Victor Hugo, Baudelaire, Apollinaire, bon, c'est pas rien. C'est génial parce que là aussi, on retrouve les comédiens dans une posture qui est pas tout à fait celle habituellement où on les voit sur le plateau, maquillés, coiffés, etc. Là, non, ils sont avec leur petite chemise de tous les jours, sur un coin de table, avec une fenêtre derrière eux, et puis un pupitre, et tout simplement, ils lisent. Rien que le dispositif de à chaque fois dire, alors voilà, je m'appelle machin, et je vais lire tel poème qui porte le numéro tant dans le recueil à la page machin. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait immédiatement c'est comme les élèves. Enfin, je veux dire, c'est comme les élèves. C'est comme si on demandait à un élève de lire. En fait, il serait dans la même position, quoi. Et il se poserait les mêmes questions et tout. Alors, il y a le métier en plus qui fait que en plus c'est bien lu. Alors bon. Mais c'est l'exercice imposé et c'est ce qui les attend. Donc c'est intéressant de se couler dans ce moule-là. Et puis ce qui est très beau, moi j'ai trouvé en me baladant comme ça et en écoutant plusieurs, c'est que donc les recueils convoqués sont les Contemplations, les 4 premiers livres, l'Alcool et puis les Fleurs du Mal. C'est évidemment il y a quand même beaucoup d'entre nous des poèmes qu'on a pu apprendre à l'école et la fraîcheur avec lesquelles ils sont dits par ces comédiens qui eux-mêmes les ont sans doute appris à l'école, mais qui font tout sauf les réciter. Ça, j'ai trouvé que c'était très beau aussi. Je me suis dit, pour les élèves, c'est pas du tout comme vous le savez, je surplombe l'ouvrage, quoi. Il y a quelque chose d'une grande fraîcheur, je trouve. Ce qui est très beau aussi, c'est que ce sont des personnalités différentes aussi qui les lisent, des voix différentes, des âges différents. Et ça crée une espèce d'ensemble polyphonique. On n'a pas confié un recueil à un comédien, on a confié chaque poème à un comédien. Et moi, j'ai aussi été très sensible à cet exercice de style qui consiste à dire le nom du poète, le nom du recueil, la section dans laquelle ça se trouve, le numéro du poème, parce que ça donne le sentiment que oui, c'est une petite pastille, une petite vidéo isolée qu'on peut écouter de manière complètement séparée des autres, mais ça donne la conscience de l'ensemble, de l'architecture, et on sait à quel point elle est importante dans certains de ces recueils, Hugo ou Baudelaire notamment. Voilà, cette conscience. Alors et puis ça permet aussi de voir l'écart entre la manière dont chaque comédien lit cette information au début, le léger silence, et puis l'entrée dans le poème qui est complètement différente. Il y a vraiment, à partir du moment où c'est le début du poème, il y a une sorte de petite lucarne sur un univers qui s'ouvre et qui est très particulière. Alors, est-ce que vous trouvez, vous, que les élèves, ça les désinhibe ? Quand on fait l'expérience de leur montrer des poèmes lus, c'est pas facile en plus à ces âges de lycée, devant des camarades, de lire à voix haute, etc. Il y a peut-être quelque chose qui est pas évident. Est-ce que c'est aussi un outil qui aide? C'est un formidable outil, d'abord parce que ça permet d'observer quelqu'un de fort faire cet exercice-là. Et donc observer, il y a plein de choses à observer. Déjà, c'est un très bel outil d'observation pour s'entraîner. On peut observer la qualité de concentration, déjà qui est impressionnante. On peut observer le temps de silence. Donc avant de commencer à lire, et ça c'est toujours un grand enseignement parce qu'en situation de stress, on ne se l'accorde pas ce temps de silence. Et donc la respiration. Apprendre à se taire pour que les yeux avancent un peu sur le texte avant de commencer, ça c'est important. On peut observer le regard. Alors là aussi c'est très différent selon les comédiens, mais pour certains, les regards n'interviennent pas à n'importe quand. Il y a des questions d'adresse dans certains de ces poèmes, certains vers qui sont adressés. Et dans ces moments-là, le regard est toujours là. Il y a des petites choses physiques aussi, parce que certains comédiens accompagnent physiquement la lecture du texte. Ils dessinent des choses. On sent que c'est à ça qu'on sent qu'ils ont une image en tête. Voilà. Je crois que c'est Jean Chevalier, c'est ça, Jean Chevalier, qui lit le premier Mirabeau comme ça, qui accompagne énormément de la main le texte qu'il lit, et on sent qu'il dessine des choses. La maison, voilà, est vivante.
Donc voilà, il y a une multitude de choses à observer et forcément quand on a observé ça sous des formes différentes, c'est plus facile après de... Je crois pas que ce soit intimidant, non, je pense que c'est plutôt Non, justement, une marche, oui, je pense que c'est intimidant peut-être sans, mais que de le voir, c'est plutôt inspirant et encourageant. Voilà. Ouais. Et puis c'est aussi réaliser qu'une poésie c'est du théâtre. Oui et non, moi ce qui m'a frappé c'est oui, alors c'est ça, mais c'est toujours le travail de lecture, il est compliqué, enfin d'ailleurs il faut les saluer, on savait qu'ils étaient forts les comédiens français, mais je veux dire même pour eux ça a dû être, c'est pas simple en fait de lire parfois un tout petit poème, un sonnet, ça fait 14 vers, comment transmettre une émotion, un truc, c'est quand même très compliqué. Et se pose par exemple pour les élèves toujours ce truc de oui mais est-ce qu'il faut mettre le ton machin, donc une espèce de lecture expressive ou d'expressivité de la lecture, enfin, cette question là quoi, et alors donc c'est fascinant de voir ces petites plastiques parce que les comédiens français en fait ils sont, enfin moi c'est ça qui me frappe en tout cas, l'expression elle tient je crois à la précision de leur de l'élocution, du rythme, etc. Plus qu'à une expressivité sentimentale, quoi. Et donc ça c'est une énorme leçon pour les élèves parce que ça veut dire que c'est en se concentrant finalement sur la versification de manière précise et comptée qu'ils vont réussir à transmettre le sens du poème. C'est vraiment, enfin je trouve ça flagrant sur les je pense à Suliane Brahim, là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, et en fait, elle, au début de son... Aimons toujours de Victor Hugo, par Suliane, non non, attends, moi au début j'étais... Oui, alors il y a Aimons toujours. Qui est vraiment un très beau moment. Ouais, qui est... ouais, alors où elle est plus... Justement, elle est plus expressive, hein, parce qu'elle est un peu plus fragile sur le Victor Hugo, mais parce que c'est le poème qui voilà, c'est vrai qu'il y a des poèmes qui ont une forme de dramaturgie. Et sur le Baudelaire, au contraire, elle a un geste comme ça un peu, et on sent que en fait, elle veut poser exactement le temps sur le. Elle a un côté très musical, quoi. C'est assez frappant, ouais. Biranda a aussi ce geste comme ça. Je vois la main de Biran dans ses enregistrements et c'est très fort. Moi, si j'avais une chose à dire, c'est que une des choses qui me plaît beaucoup, qui me touche dans cette programmation numérique, c'est cette pauvreté technique. Économie de moyens. Une économie de moyens, c'est-à-dire que cette maison qu'on imagine sous un décorum avec des lustres, avec des dorures, des pampilles, etc., là, elle est dépouillée de tous ces ornements pour ne laisser que la voix, que le poème. Et je trouve que ce dispositif de ces comédiens seuls à une table, toujours la même table, toujours le même décorum avec cette fenêtre très baudelairienne. Oui. En fait, revient aussi à ce qui avait été fait dans le théâtre à la table, avec un refus de l'ornementation. Et je trouve que pour les jeunes et les moins jeunes que nous sommes, c'est une entrée dans le beau qui est incroyable. Parce que voilà, il y a le verbe qu'on entend sans se laisser divertir par quoi que ce soit. Et je suis très touchée par ce dépouillement du dispositif et de la manière dont les comédiens, chacun à sa manière, s'y fait. Ouais, voilà. Avec beaucoup de naturel. Hein. Ouais. Tu sais à quoi j'ai remarqué que c'était très naturel, c'est parce qu'on voit leurs lunettes. C'est la première fois que je vois leurs lunettes. Ouais, en fait, oui, il y avait ça dans Proust. Et pour eux, c'est si facile d'apprendre. Ils auraient pu venir sans lunettes, en fait. Mais non, ils jouent le jeu de ils lisent vraiment. Donc, ils mettent leurs lunettes pour lire, pas certains. C'est très naturel, on les voit. C'est eux. Donc, c'est un truc, c'est très... et puis ça fait pas du bien qu'aux élèves, hein, ça fait du bien à Victor Hugo. Enfin, je veux dire, Baudelaire, moi, quand je l'ai, vous avez raison, Julie, on l'a appris à l'école, oui. On a appris certains de ses poèmes à l'école et tout ça. Enfin, moi, j'étais à l'école il y a 30 ans et en fait. Quand on me disait que c'était le siècle dernier, par exemple, Baudelaire, j'arrivais encore à peu près à le croire parce que j'avais connu petit une arrière-grand-mère qui était née au 19e siècle. Donc, on pouvait encore me faire le coup. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, hein, ça fait bientôt 200 ans, en fait. Oui.
Donc ça veut dire que les gens qu'on enseigne aujourd'hui à l'école comme étant soi-disant du siècle dernier, en fait c'est un peu comme nous on enseignait Rousseau par exemple. C'est-à-dire ça s'éloigne le temps passant. Et donc ils sont quand même très loin. Et je trouve que de les lire avec autant à la fois de talent et de naturel et effectivement de dépouillement, ce que tu disais dans une situation comme ça, ça les rend vivants. C'est-à-dire du coup ça les fait entendre aujourd'hui. Quand Pierre Le Calixte lit Le vin des chiffonniers et tout ça, il a vraiment un ton d'aujourd'hui. Il est jeune, un peu gouailleur, les cheveux dans les yeux, et puis il parle d'ivresse, et puis il a une voix qui va bien avec ça, et il le fait simplement, et en fait ça fait du bien à Baudelaire et à Victor Hugo et à Apollinaire, qui sont, on a des programmes qui sont très conservateurs. Enfin, je veux dire, les écrivains qu'on étudie à l'école, ils sont quand même c'est du patrimoine. Enfin, oui, c'est patrimoine pour pas dire conservateur, et conservateur pour pas dire réactionnaire. Enfin, je veux dire, on a quand même la romancière la plus récente du programme de français, c'est Colette. C'était il y a 100 ans, il y a un siècle, et il y a 2 femmes sur 12 auteurs quand même. Donc on a un programme qui est un peu confit, et je trouve que cette initiative, par exemple sur les poèmes, là, ça permet de les rendre vivants, de les donner avec une voix d'aujourd'hui, quoi. Ouais, donc on entend chose de contemporain. Voilà, on entend Baudelaire, on entend Victor Hugo avec la voix de gens d'aujourd'hui, et qui en plus se présentent pas vraiment comme des comédiens. Ils sont pas maquillés, machin, ils sont pas sur une scène, ils sont là sur un coin de table avec une fenêtre. Effectivement, c'est très beau ça. Et puis cette pauvreté, en plus, elle est inspirante pour nous, parce que c'est une invitation aussi de faire ça dans des conditions aussi simples. C'est une invitation à sauter le pas aussi, à utiliser le même type de moyens pour que les élèves proposent des choses. Vous sentez ce décalage-là que vous pointez, Thomas, avec les élèves? Ils vous en font part, ça? Et je veux dire, et cette incarnation-là, aujourd'hui, par exemple, est une aide pour dire prenons ce matériau, mâchons-le ensemble, rendons-le vivant, etc. Est-ce que les élèves se plaignent de ça, regrettent qu'il n'y ait pas des choses plus contemporaines dans les programmes? Le fait qu'il y ait assez peu de femmes, ça c'est une demande qui commence à vraiment émerger de la part des élèves, de la part des parents aussi. C'est intéressant aussi de voir des rencontres de parents où on nous dit dans ce corpus tel choix, ce choix-là a été fait. Donc c'est vrai que Maëlys de Carangal, c'est pas tout de suite encore. Oui. Oui, non, et puis, mais je pense qu'il y a toujours ça avec le théâtre, en fait. Enfin, toi, tu le vois en tant que prof de théâtre, c'est-à-dire il y a toujours quand même ce côté vivant. Parce qu'en fait, quel que soit le texte, c'est-à-dire que le théâtre, c'est quand même l'endroit où on peut encore prendre du Shakespeare, comme vous avec le Roi Lear en ce moment, là, et puis en faire une version d'aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est dans l'ADN du théâtre, en quelque sorte. Pour les profs de français, c'est précieux, parce que quand on a des textes qui sont un peu morts, un peu lettres mortes, quoi, un peu confits dans la culture, ou l'histoire, et le théâtre, c'est le moyen de leur redonner de la vie, quoi. Leur donner un écho aujourd'hui, et voilà, ça c'est ce qu'on fait. Et là, c'est plutôt avec Théâtre à la table. C'est vrai c'est ça. Alors, le Théâtre à la table, vous avez évoqué La Garce, c'est en effet qui était au programme l'année dernière et qui est encore au programme, c'est glissant, est encore au programme cette année. Vous avez donc pu éprouver déjà le Théâtre à la table l'an dernier avec les élèves. Là aussi, il y a cette économie de moyens, cette forme, donc on le disait, comme ça, un peu hybride entre théâtre et captation. Il y a aussi, je trouve, très présente dans l'idée du théâtre à la table, le travail. On voit, en fait, les comédiens au travail. On est en train d'apprendre, en train de construire. Ça, j'imagine que ça a aussi des vertus très pédagogiques. Ça, c'est ce qui est le plus aidant pour les élèves. C'est comme lorsqu'on travaille sur l'orientation, rencontrer quelqu'un qui est étudiant et qui est en chemin, c'est une invitation peut-être plus forte que rencontrer quelqu'un qui est déjà au sommet ou qui est déjà arrivé. Là, c'est vrai que c'est une étape. Ce qui est très beau, c'est, je trouve, de la part des comédiens et du projet d'avoir conservé des petits moments voilà, il y a un petit moment où on va hésiter, où on va se reprendre. Donc laisser cette fragilité-là apparaître, c'est très précieux. Ça dit aussi qu'on peut
à un moment se tromper sur un mot et puis garder l'élan, et ça n'enlève rien au mouvement, au contraire. Donc ça, c'est rassurant aussi pour des élèves qui ont parfois, quand il y a un accident, ont envie de reprendre la phrase au début et de tout recommencer. Voilà, ça c'est comme une manière de les aider à monter les marches les unes après les autres. Et puis, et ce que ça a de beau aussi, c'est que alors on a des captations de ces pièces-là, on a des outils institutionnels comme Théâtre en acte, sur lesquels on trouve des extraits de mise en scène de la Comédie Française aussi et d'autres mises en scène. Donc des mises en scène, on travaille sur ça, mais elles ont quelque chose parfois d'un peu... les choses sont très dessinées. Alors que c'est intéressant de travailler avec eux quand on interroge le texte et ses potentialités, parce que c'est aussi ça, entrer par l'analyse dramaturgique, voilà, de déployer les potentiels d'un texte, de voir les chemins que ça aurait pu prendre sans forcément que chaque chemin soit mené à son terme. C'est ça qui est fait dans le théâtre à la table. On esquisse quelque chose, c'est de l'ordre de la piste qui est proposée sans forcément que les choses soient menées au bout. Oui, on s'interroge sur le texte et sur l'interprétation possible du texte. Voilà, et il y a déjà des éléments pour juste la fin du monde. Il y a ces adresses caméra, par exemple. Voilà, il y a des choses beaucoup sur les adresses, à qui on parle. Ce qui est très beau, moi, ce qui a beaucoup frappé les élèves en regardant ces émissions, ils ont travaillé sur la fausse suivante, sur les fausses confidences, par exemple. Ils ont été extrêmement frappés par la qualité d'attention, la qualité d'écoute, en fait. Ça, c'est une chose magnifique. Des comédiens autour, de ceux qui, parfois, pendant un long moment, ne parlent pas, qui sont autour de la table. Alors ça, c'est merveilleux pour des enseignants qui sont face à des classes ou dans une classe de 36 élèves. Et ben, quand il y en a un qui parle, ça veut dire que 35 autres ne parlent pas et écoutent. Cette qualité d'écoute-là, de réaliser à quel point elle donne de l'intensité à ce qui est dit, qu'elle fait résonner, qu'elle amplifie ce qui est dit, de sentir que c'est une écoute extrêmement bienveillante, une écoute qui porte un peu celui qui joue, qu'elle donne du sens, parce que c'est une écoute aussi qui réagit. C'est intéressant les scènes où deux comédiens sont en train de dialoguer et puis parlent d'un troisième personnage, et que ce personnage-là est présent, n'est pas dans la scène, mais réagit à ce qui est dit. Donc ça, ce sont des choses qui donnent de l'épaisseur au texte. Et je trouve que c'est intéressant pour les enseignants aussi de se dire qu'une lecture, elle est toujours adressée, elle est toujours entendue, et que celui qui écoute participe de la construction et de la qualité de ce qui est lu. Et donc on aimerait que les enseignants de français qui ont envie de porter leurs élèves, mais qui se retrouvent examinateurs en fin d'année, qui se transforment en méchants jurys, écoutent de cette manière-là, écoutent aussi finalement en portant un peu celui qui lit. Quand vous êtes, vous, du coup, en théâtre, vous mettez en scène oui. Les élèves. Oui. Ils réalisent donc aussi cette responsabilité qu'on a quand on se retrouve sur un plateau, même quand on joue pas, en fait, on est responsable. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous découvrez en tant que prof. J'imagine, on découvre aussi ses élèves autrement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on les voit peut-être, voilà... Le fait d'être sur un plateau, d'interpréter un personnage, ça fait découvrir aussi l'élève d'une certaine façon, et peut-être plus responsable qu'on ne pouvait l'imaginer, ou je ne sais pas. Alors ça, c'est cette qualité d'écoute-là, c'est vrai que en option théâtre ou en spécialité théâtre, donc c'est ces endroits un peu, ces endroits merveilleux, un peu privilégiés, parce qu'il y en a pas, il y en a peu, donc. Vous enseignez où? Au lycée Montaigne, à Paris, voilà. Donc on a cette chance d'avoir à la fois une option et une spécialité. Les options, il y en a un certain nombre à Paris notamment. Des spécialités, il y en a moins, parce que c'est un engagement plus important de la part des élèves en termes de temps et puis de projection peut-être dans l'avenir. En tout cas, cette construction d'une écoute bienveillante, ça c'est un des enjeux des premières semaines, parce que c'est la condition sine qua non pour que des choses puissent être tentées. Qu'on ose un peu on ose prendre des risques, on ose assumer le ridicule. Donc voilà, c'est une chose vraiment importante à mettre en place avec eux. En même temps, moi, je suis attachée à ce que mes classes de français, en classe de première,
je leur demande de jouer une petite scène, d'avoir une petite expérience de jeu, sans doute par frustration, parce que moi, en tant qu'élève, ça ne m'est jamais arrivé, et que j'ai beaucoup de regrets de ça, que on ne m'ait jamais obligé à faire cette expérience-là. Je pense que j'étais trop inhibée pour faire la démarche d'aller moi-même en option théâtre. Je le dis toujours à mes élèves, je leur dis que je trouve qu'ils ont un grand courage d'avoir osé franchir la porte pour faire cette expérience-là, prendre ce risque-là. Mais je pense que si on m'avait invité à le faire, j'aurais découvert ce plaisir. Donc voilà, cette construction d'une écoute bienveillante, elle est essentielle, et c'est ça qui permet ensuite aux élèves d'avoir de l'autonomie, de faire des propositions de mise en scène aussi, parce qu'ils participent aussi à la mise en scène. Vous, Thomas, vous faites réciter, s'exprimer vos élèves alors... vous êtes prof où aussi? Moi, je suis prof au lycée Jean Renoir à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Et non, alors moi, je fais des trucs un peu différents. Sur le plan de l'expression, j'essaye de consacrer, j'arrive pas toujours une heure hebdomadaire à faire une espèce d'atelier d'écriture, à les faire écrire. De la fiction, enfin n'importe quoi qu'ils écrivent, quoi, parce que qui s'expriment. Voilà, c'est un des problèmes, hein, c'est qu'on apprend. Enfin, on est prof de français, mais malheureusement le français, c'est l'orthographe quand on est petit, et puis après c'est la grammaire machin, après c'est l'argumentation, c'est-à-dire c'est un sport d'avocat et d'homme politique, et après c'est la culture générale. Alors, c'est fabuleux, hein, c'est bon. Et en fait, c'est jamais enseigné comme un art. C'est-à-dire, c'est jamais enseigné comme un truc, comme un geste que des gens, les écrivains ou les dramaturges font tous les matins en se levant, et comme d'autres peignent ou d'autres soufflent dans un trombone. Et ça, c'est affreux. Enfin, moi, je trouve ça affreux qu'on l'enseigne pas comme ça. Alors, certains le font un peu au collège. On arrive encore à faire écrire les gamins, mais au lycée, ça se perd. Et puis, on est pris par le bac. Et puis, il y a des impératifs d'examen, de contrôle continu, de trucs qui font que tout le monde est de plus en plus stressé et qu'on a du mal à avoir ces moments de respiration. Je suis tout à fait d'accord à ce que dit Marie-Laure sur cette écoute bienveillante dans les fausses confidences. C'était particulièrement visible, effectivement. Et je crois savoir, c'est Nicolas Lormeau donc, qui avait mis en scène ce théâtre à la table. Là. Je crois savoir qu'en fait, il avait donné aux comédiens leur partition, mais pas le texte des autres. Donc, ils étaient obligés de s'écouter. Formidable. Ouais. Ce qui est génial, en fait. C'est une idée... et parce qu'effectivement, on le voit, on a tous été sensibles à ça, à cette écoute formidable. Et c'est vrai que enfin, moi qui ne suis pas prof de théâtre et moins familier que toi de ce genre de choses, j'ai toujours été frappé par exemple, je ne fais pas de musique non plus, mais j'ai des amis musiciens, et toujours ce truc de on s'écoute, et en fait, on est capable d'improviser ensemble, et machin. Je me suis dit, mais comment, en fait, c'est un truc qu'on nous raconte, mais comment ils font, comment ça se passe? Et là, parce que finalement, sur des planches, ça se voit pas trop. La partition est réglée, tout le monde joue sa partie, voilà. Et là, dans le théâtre à la table, par exemple, dans celui-là, on voit l'écoute. C'est incroyable, ça. C'est vraiment c'était très touchant. Ouais. Là, c'est le fait aussi d'être écrivain qui vous fait vivre votre métier de professeur de cette façon aussi, de les faire écrire, de les faire... Oui, alors c'est peut-être que ça m'y autorise un peu, parce que je fais des ateliers d'écriture par ailleurs en tant qu'écrivain, mais dans le fond, tout le monde devrait le faire. Enfin, moi, je pense qu'on devrait avoir des programmes de français qui soient... c'est l'écrivain qui parle, hein, mais j'aimerais qu'on étudie un peu de littérature contemporaine. Hein. Quand les profs d'histoire se mettent à faire de la géopolitique, les gamins sont fascinés, parce que tout à coup, on se met à leur parler du monde dans lequel ils vivent. Donc c'est une option qui a très très bien marché. Je comprends pas pourquoi dans l'option humanité on repart dans la rhétorique antique, c'est encore des trucs d'avocats et d'hommes politiques, quoi. Mais en fait c'est idiot, parce que je sais pas, on se méfie, mais c'est évident qu'il y a des Balzac, il y a des Flaubert aujourd'hui, c'est évident que voilà, Laurent Meuvigné, Mélisse de Kerangal, enfin je veux dire, on peut faire toute une liste de gens où on est sûr de pas trop se tromper, quoi. On sait que c'est des écrivains, on voit qu'il y a du travail, on voit que c'est bien, bon, enfin je veux dire, on peut les étudier à l'école, il n'y a pas de problème. Et alors c'est normal qu'on ait un petit temps de retard, hein, parce qu'on a fait des études, après on transmet, donc l'école a toujours un peu de retard sur l'art de son temps. Enfin quand même, on pourrait les faire écrire un peu plus, on pourrait un peu plus dans une pratique artistique, quoi. Et puis leur apprendre à pousser la porte d'une librairie, ce serait pas mal qu'après 7 ans de français, ils sachent pousser la porte d'une librairie. J'enseigne tous les jours, et je forme pas des gens qui un jour vont me lire. C'est incroyable, enfin c'est parfois un peu décevant, quoi. C'est pour ça qu'on s'accroche à des trucs comme votre dispositif, là.
pour rendre les choses plus vivantes et qu'on pousse les tables comme toi pour les faire jouer et qu'on essaye de les faire écrire parce que c'est important. Mais tout l'enjeu, je crois... Oui, le fameux dispositif. Je crois que tout l'enjeu, c'est de donner aux jeunes l'envie de pratiquer régulièrement. Parce que si on se dit, ce dispositif, ça a été une fois, et puis vous, si vous le faites, ça va marcher de la même manière. En fait, c'est leurrer les jeunes comme leurrer les moins jeunes. Moi, je fais le pari que cette minute nécessaire de poésie donne envie cette minute quotidienne donne envie à chacune et chacun de lire à voix haute, parce que la pratique, moi je le dis tout le temps aux jeunes que je rencontre, c'est une question la culture, c'est une question de pratique. Et c'est comme la gymnastique, il faut la pratiquer quotidiennement. C'est un muscle, la culture. Et je crois que ce serait vraiment fabuleux si ce dispositif et cette programmation numérique donnaient envie au public individuel comme aux jeunes de pratiquer, de dire à voix haute des textes, à voir que, en fait, un alexandrin, on dit que c'est facile parce que ça fait 12 syllabes. Non, moi je trouve ça très difficile. C'est comme une musique, suivre une partition. Ce n'est que par la régularité qu'en fait on comprend qu'il y a une blanche, une noire, une croche. Et de rendre sensible ce plaisir de la régularité et de la pratique. Et c'est pour ça que ce dispositif qui est si dépouillé, sans organisateur, c'est-à-dire sans directeur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. On a fait le choix, c'est Eric Ruff qui a fait le choix de supprimer une sorte de directeur artistique qui aurait chapeauté. Alors, on peut trouver ça dommage, mais je suis convaincue que ça a les qualités de son défaut. C'est-à-dire que ça donne à entendre une pluralité de voix et de style, manière de s'approprier l'œuvre. Et c'est toujours cette question du risque, parce que finalement le comédien, il est face à une caméra, il a à peu près 1 heure d'enregistrement en moyenne. Et il est comme tout un chacun, c'est-à-dire qu'il y a ce moment de vertige. Et je suis sûre que des grands comédiens de cette troupe, qui soient sociétaires ou pensionnaires, je suis sûre que ce moment de vertige, ils l'ont eu. Parce que, il faut se lancer. Et d'une certaine façon, moi, je rêverais que cette minute, que cette programmation numérique donne envie à des jeunes de faire des petites vidéos sur TikTok, moi ça me fait pas honte. J'adorerais que des jeunes se disent moi je vais lire Une Charogne, moi je vais lire Aimons toujours, moi je vais lire Zone d'Apollinaire, et puis je vais faire ma petite choré, et progressivement j'y reviens, et en fait d'une part ça fait plaisir, d'autre part c'est joyeux, et je suis convaincue que des progrès sont faits et beaucoup de joie sont éprouvées. C'est vraiment le côté spectacle vivant qu'on retrouve dans la lecture, en fait. C'est pas le spectacle, mais on donne à voir, et donc tout ça, c'est la place du corps qui est quand même essentielle. C'est-à-dire que c'est incarné. Vous disiez, c'est vrai, je suis pas musicien, mais la poésie, c'est la musique. Et là vraiment, on en a l'exemple en écoutant toutes ces voix, ces versifications différentes, ces différents rythmes, etc. Vraiment de cette musique. Et puis d'un corps qui, même dans le théâtre à la table, même vissé sur une chaise, en fait, par le jeu de regard, les interactions, les membres supérieurs quand même aussi qui peuvent bouger, incarnent. C'est pas juste la lecture. Peut-être que la lecture, justement, ce n'est pas que la lecture. Non, c'est sûr. Excuse-moi. Vas-y. Le théâtre à la table, par exemple, Jérémy Lopez, il donne une telle interprétation et une telle incarnation. Dans quelle pièce ? Dans la pièce de la gare, juste à la fin du monde, là, du frère, que en fait, ce personnage qui est un peu falot dans le film, par exemple, qui est un peu effacé, en fait, la caméra est tellement amoureuse du héros que le frère passe vraiment pour
un pauvre con, quoi. En gros. Et là, Lopez, il l'incarne tellement qu'en fait, les gamins, quand ils voient les deux, mais on peut immédiatement faire un débat derrière sur, alors finalement, qui a raison d'accuser l'autre de le maltraiter selon qu'on se réfère au film ou au théâtre à la table. Et en fait, c'est génial. C'est très sensible, alors qu'effectivement, encore une fois, il n'est pas déguisé, il bouge pas, il y a pas une scène au minimal, à un moment il est sous la table parce que voilà, c'est l'intermède, mais il se passe pas grand chose, mais il incarne, quoi. Il a sa façon de dire, sa petite moustache, et il y va. Et en fait, il donne du personnage une vision totalement différente. C'est incroyable. Mais ce qu'on sent aussi précisément sur Jérémy Lopez dans ce personnage du frère de Louis, c'est que ce qui est très beau, c'est qu'il est chargé de tout ce qu'il a entendu. Et voilà, ça aussi c'est beau dans cette idée de les rassembler. Ne pas quitter. En fait. Exactement. Et on sent la colère monter au fur et à mesure de ce qu'il entend, en fait. de ce qu'il entend sur lui, qui va finalement aussi ressortir après. Et donc voilà, c'est comme une chose un peu électrique qui s'écharge au fur et à mesure et qui donne de la force aux autres échanges. Ce qui est beau aussi, c'est de voir avec des moyens très très limités, de voir aussi que avec des toutes petites choses, où est-ce qu'on va s'asseoir ou debout un peu éloigné, à un moment on se met sur la table d'à côté pour être un peu à l'écart. Voilà, tout ce qui se dit à travers une gestion de l'espace très simple, mais qui est déjà une lecture des rapports entre eux. Ça aussi, c'est beau de se dire qu'on est déjà en train de poser ces marques, d'indiquer la relation et les rapports de force avec des choses très simples. Quand on imagine le travail par rapport aux élèves, vous disiez qu'il y avait ce problème, c'est vrai, de programme et de rendre contemporain. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la même réaction des élèves par rapport à la Comédie Française, la Maison de Molière? Est-ce qu'ils n'ont pas ce décalage où tout d'un coup, quand ils les voient comme ça, Jérémy Lopez, moderne, incarné, ils revoient d'une certaine façon peut-être un jugement. Ils imaginaient quelque chose de plus poussiéreux et puis ils mesurent. Vous dites qu'ils n'ont pas envie d'aller dans une librairie, mais est-ce qu'ils ont envie d'aller au théâtre? Est-ce que ça les... Oui, ils ont envie d'aller au théâtre, et puis alors, particulièrement à la Comédie Française. Plus ils en sont loin, et plus ils en rêvent, quand même, évidemment. Ouais. Mais en même temps, là, ce qui est beau, c'est qu'ils les ont sous la main, ces comédiens. Parce que dans la grande salle, on est parfois un peu loin. Voilà, donc il y a une sorte de proximité, quelque chose qui est offert et qu'on a chez soi. Alors ça aussi, on l'a pas dit, mais c'est un gros intérêt pour nous, surtout l'année de première où les programmes sont importants. On trouve toujours que les programmes sont importants et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les traiter. Mais c'est vrai, on a toujours l'impression de manquer de temps. Et là, c'est un travail, une appropriation, parce que voilà, cet objet-là, ça permet de s'approprier les recueils. Voilà, Clairement, comment vous travaillez avec ces objets d'une façon très très concrète? Alors, ça peut intervenir pour les deux, pour le théâtre à la table comme pour les lectures des recueils, de manière différente, dans des temps différents. Ça peut être d'abord une aide énorme. Alors là, par exemple, moi, je pense à la spécialité théâtre où on travaille donc sur le soulier de satin. On n'en a pas parlé, mais voilà, c'est un théâtre à la table exceptionnel. Qui en plus c'est un rêve claudélien, puisque c'est vraiment le théâtre à l'état naissant. En fait, c'est vraiment le projet de la pièce. Exactement. Donc là, c'est vraiment, ça a été un rêve de voir cette proposition-là arriver en ligne. Et donc, d'autant plus un rêve que le texte est difficile à lire. Voilà, même pour des élèves qui ont choisi le théâtre, c'est un texte vraiment difficile à lire. Et donc, que ça soit ça, ou les fausses confidences, ou juste la fin du monde, ou les recueils, ça peut être pour les élèves, avant qu'on commence en classe, une aide pour franchir le seuil. Moi, j'ai une grande conscience comme enseignante de la difficulté des effets de seuil. Il y a des élèves pour qui le fait de commencer, de mettre le pied dedans, c'est infranchissable. Et qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà, entrer ensemble dans le début de l'œuvre, c'est une grosse aide. Mais parfois, par manque de temps, on leur dit, voilà, vous lisez ça et rendez-vous à tel moment pour qu'on échange, qu'on voit ce que vous avez compris. Voilà. Et pour certains, ça va être la veille au soir parce que ce franchissement est trop difficile.
ça peut être une manière d'aider à ce franchissement. Voilà, parce que c'est associé à des visages, et ça c'est très important aussi, surtout quand il y a une multiplicité de personnages. Et voilà, et le début des pièces de théâtre, c'est toujours compliqué, beaucoup d'informations qui sont données, beaucoup de personnages qu'on rattache à rien. Voilà, là on a des visages, on a des repères, et ça va aider, ça va rendre la lecture du texte compréhensible. Moi, je crois pas du tout qu'il faille toujours aller du texte vers ensuite l'interprétation au plateau. Au contraire, on peut aller très bien d'une représentation qu'on a aimée à la découverte du texte, et on peut franchir la librairie peut-être après avoir vu la pièce. Donc ça peut être avant, ça peut être pendant, pour les aider à s'approprier des textes sur lesquels on va travailler. On peut demander des choses très simples. Moi, je demande souvent des choses très simples de sélection. Voilà, explorer l'ensemble des propositions, faire une sélection de pourquoi ces 3 poèmes-là plutôt que d'autres. Et ça, c'est un vrai exercice de dire pourquoi on a préféré cette interprétation-là. C'est assez compliqué de dire ce qu'on y trouve. De dire que L'homme et la mer, c'est Clément Bresson. Je me rappelle plus. L'intensité il y a une espèce d'épaisseur de vécu quand le poème commence. On a l'impression qu'il a vécu pendant 100 ans. Voilà, réussir à dire ce qu'on entend dans une lecture, c'est quelque chose d'assez fin. C'est pas si facile que ça. Donc voilà, demander ce travail-là plutôt que leur demander de préparer la lecture linéaire qu'on va faire en classe. La difficulté pour nous, surtout pour des textes classiques, c'est que sur Internet, on trouve des explications de texte de tout. Voilà, donc si c'est ça l'objectif du cours, c'est de faire une explication linéaire, en fait, ils peuvent en trouver des bonnes et des moins bonnes partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander à des élèves de faire à la maison qui ne soit pas déjà accessible? Voilà, quelle démarche personnelle de réflexion sur un objet neuf, quelque chose qui n'a pas été déjà commenté 1000 fois parce que ça fait partie du programme du bac et que bon, c'est de bonne guerre, hein, il y a plein de choses qui sont en ligne. Voilà, cette activité-là, je suis sûre qu'elle n'existe pas, ils vont pas la trouver toute faite sur Internet et que ça va être une démarche personnelle de choix, par exemple. Après, on peut demander quand même de passer à l'exercice à son tour. Voilà, ça peut être différentes approches comme ça. À chaque fois très simple, qui ne demande pas d'y passer trop de temps. Mais c'est souvent finalement l'élève chez lui. Voilà, et donc le gain de temps est quand même important. Ouais. Vous, c'est un peu la même utilité. Vous les incitez de façon autonome aussi à aller fouiller les contenus. Et puis Marie-Laure dit très justement que ça peut être une première approche aussi, parce que, alors le théâtre, c'est peut-être plus... Enfin, quoique, effectivement, le soulier de satin, enfin, sinon, les fausses confidences, ça peut être facile à lire, enfin, je veux dire, ça peut... mais imaginez un gamin de 16 ans qui vous donnait un pavé de Victor Hugo en disant, ben voilà, faut lire un recueil de poèmes. Et dans le recueil de poèmes, en gros, il y a des trucs que Victor Hugo a écrits entre 15 et 40 ans. C'est très disparate. Il y a du Victor Hugo flamboyant et lyrique. Il y a du Victor Hugo très, très sensible et touchant. Enfin, évidemment, puisque c'est dans ces recueils-là qu'on trouve des poèmes qui parlent de la mort de Léopoldine et tout ça. Et donc c'est très divers, mais lui, l'élève, il le sait pas encore tout ça. Alors il ouvre le bouquin, et puis en fait, c'est impossible, c'est indigeste. Personne n'a jamais lu, en fait, ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-père, de recueil de poésie de A à Z. Enfin, c'est des choses qu'on goûte, qu'on se lit. En fait, on faisait comme ça. Donc finalement, effectivement, de prendre son téléphone et puis d'avoir les comédiens et les comédiennes de la Comédie Française là, qui me le lisent, et ben en fait, c'est pas une mauvaise idée parce que je peux en prendre 3 tous les soirs et en gros, en 15 jours, j'ai lu le recueil. Enfin, c'est comme si je l'avais lu. Et en plus, je suis passé sur mes difficultés de lecture. C'est-à-dire, parce qu'il y a, Apollinaire, par exemple, il y a des mots invraisemblables, on ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Il n'y a que lui qui les a employés, quasiment. Mais en fait, quand on les alors les comédiens, eux, ils ont dû, j'imagine, faire tout un travail de recherche, un peu comme les profs de français qui disent, bon, il faut quand même que je sache tout ce que je vais raconter, là. Mais finalement, quand ils nous le restituent,
et ben nous, on est capable de l'entendre et de comprendre le propos général et ce qu'a voulu dire Apollinaire. Et on n'a pas buté, on n'a voilà, pas été arrêté. D'être dans l'émotion du poème sans être arrêté par les mots qu'on n'a pas compris et tout ça. Donc on est en position de super lettré, quoi. C'est valorisant aussi d'avoir ce biais-là pour accéder au texte, parce que du coup, j'y accède comme si j'avais tout compris, quoi. Alors que si j'avais dû les lire tout seul chez moi, peut-être que j'aurais eu l'impression d'être illettré. Et je rebondis sur ce que dit Thomas. C'est particulièrement frappant dans la lecture de textes en latin, de poèmes en latin qu'a écrit Baudelaire. Il y a un poème qui s'appelle Franciscae Meae Laudes, qui est un très beau poème que, honnêtement, moi j'ai jamais lu. Mais je l'ai adoré chanté par Juliette Noureddine, parce que j'ai une passion pour cette femme. Et là, c'est Véronique Vella qui nous fait la lecture de ce poème en latin. Et je trouve elle chante en plus, Véronique Vella. Et Véronique, elle chante. Et j'adorerais lui demander si elle a pensé à Juliette quand elle a lu ce poème, mais la truculence des mots, la gourmandise, parce que je sais pas si Véronique Vella parle latin couramment. Je pense qu'on lui a un petit peu expliqué le poème, mais en tout cas, il y a cette truculence qui est absolument jouissive dans cette minute nécessaire. Et donc, pour aller un peu plus loin que ce que dit Thomas, c'est vrai que voilà, l'idée de prendre les mots et de les ingérer et de les digérer et de les porter comme ça, je trouve que c'est absolument formidable. Enfin, moi, j'ai été très très émue en voyant toutes ces vidéos. Vraiment, sincèrement, j'ai été émue. Je me suis dit, c'est quand même formidable que les comédiens français aient accepté de se prêter au jeu. Parce que c'était pas évident, parce que c'était pas facile, parce que la poésie c'est pas facile, et qu'en même temps c'est vraiment le plus bel exemple de cette richesse de la langue française, de la poésie et de la vivacité de cette poésie très 19e, jusqu'au début du 20e avec l'Apollinaire, mais aujourd'hui cette Oui, vous évoquez Juliette, mais il y avait aussi évidemment Léo Ferré. Cette manière de prendre aussi ces poèmes par des contemporains, ça c'est une manière d'entrer quand même aussi dans ce répertoire. Oui, mais ça c'est comme les traductions ou les mises en scène, c'est-à-dire ça doit se renouveler très régulièrement. Oui. Parce que Léo Ferré, par exemple, que moi j'ai goûté et aimé, mais c'est une double distance pour eux, parce que Léo Ferré c'est pas voilà, du tout, et on les utilise, mais il y a aussi les tétraides, il y a chaque époque et chaque génération. C'est pareil pour Apollinaire, mais ça dit plus rien aujourd'hui, Mouloudji. Non. Et Ferré, tu vois, encore les orchestrations, à la limite, sur Verlaine, c'est un peu jazzy, ça va. Mais Baudelaire, il y va au... Oui, c'est grand lyrisme. Yves Montand, c'est quand même... Moi, je trouve que... Yves Montand. Mais finalement, il faut une double acclimatation au chanteur et au texte. Donc, c'est pas si évident que ça. On les utilise, on leur demande de choisir aussi, d'aller de chercher en ligne des versions qui peuvent leur plaire, mais... voilà, c'est pas si transparent que ça. Et dans le service éducatif, cette plateforme-là, parce qu'il y a aussi évidemment tout un travail de terrain avec une école de spectateurs, des classes qui viennent, un suivi aussi d'élèves, mais vous vous servez de ce matériau Le théâtre à la table, on a fait une très belle opération l'année dernière avec le lycée Lamartine, le lycée Paul Poiret et le conservatoire du 9e arrondissement à Paris. Et les jeunes du lycée Lamartine qui sont en S2TMD ont fait un théâtre à la table sur Juste la fin du monde et ils ont été filmés par leurs copains du lycée Paul Poiret. Le résultat est magnifique, mais vraiment, je croise les doigts pour qu'on le diffuse sur notre plateforme parce que c'est magnifique. Sur quelle pièce ? Juste la fin du monde, ouais. D'accord. Et vraiment, après ça a été énorme à monter parce que ils ont enregistré une journée entière. On s'est retrouvé avec des méga kilo-octets d'enregistrement, des gigas.
Énorme. Donc ça a été magnifique. Et tout l'enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, par exemple, la poésie. J'adorerais lancer peut-être un concours. Il faudrait que j'en parle à Anne Marais, qui est la secrétaire générale, à Eric Ruff, l'administrateur. Une sorte de jeu concours pour que les classes, les enseignants, les jeunes s'emparent de ce dispositif qui est aussi simple qu'une table, une chaise, une fenêtre. Et chacune est responsable de son texte. Ça, je trouve que c'est très important. Cette absence de direction artistique. Comme ça, on donne une responsabilité aux jeunes en lui disant, voilà, tu choisis ton poème. Et ensuite, on va composer un florilège d'une 30aine de poèmes à partir d'un recueil. Et je suis sûre que ça peut être une expérience absolument remarquable d'imaginer une sorte de bibliothèque partagée autour de la poésie. Une sorte de communauté de lecteurs à voix haute, ce serait formidable. Anne Marais, la secrétaire générale. C'est une idée qui, vous avez vu, l'immédiateté un peu. Mais, parce que ça veut dire que le jeune, si on lui dit, mettons, rendu des vidéos au 15 janvier, date anniversaire de Molière, la Comédie Française, ça veut dire qu'il peut s'entraîner. Et je crois que c'est très important de prendre comme son violon ou sa clarinette ou son piano, mais en tout cas d'y revenir. Parce que si on dit ce sera en une fois, c'est sûr qu'on va échouer. Et oui, c'est une manière de rendre cette minute quotidienne, d'essayer d'innerver véritablement. C'est vrai qu'on réalise quand on lit en public que articuler, surtout en situation de stress, ça n'est pas facile, que le tempo, ça s'acquiert progressivement. Et puis aussi qu'on fait cette expérience que certains élèves font tellement rarement dans l'année, de parler de manière continue. Alors là, c'est une lecture, mais je sais que c'est quelque chose de très troublant pour eux, cet oral du bac. Pour la première fois, alors ils ont parfois eu un bac blanc, parfois un entraînement avant, mais pas tant que ça. Parler sans être interrompu pendant 10 minutes, 12 minutes, c'est une expérience troublante quand on n'a pas entendu le son de sa voix dans le silence et dans l'écoute. Voilà, c'est une expérience à faire. Et je me dis presque dans un cadre familial. C'est-à-dire une famille trouve sur Internet le recueil des Fleurs du Mal ou d'Alcool. Alcool, c'est difficile. Mais Victor Hugo, les Contemplations. Et qu'une famille se mette à imaginer comme ça, alors en aucun cas le bénédicité, mais une lecture comme ça par jour par un des membres de la famille, et puis que chaque jour on s'y amuse, ou chaque week-end. Ça, ce serait formidable, parce que en fait ça procure énormément de plaisir. Et vous disiez, Marie-Laure et Thomas, on revenait sur ces minutes de poésie. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'œil qui frisait des comédiens. En théâtre, ils se faisaient plaisir. Oui. En fait, ils se faisaient plaisir. Et je suis bien convaincue qu'au départ, il y en avait certains qui devaient se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je m'appelle et je vais vous lire le dispositif était quand même particulier. Et en fait, on voyait sous les paupières l'œil qui frisait, et quand à la fin il regardait, il se disait je suis arrivé au bout de mon sonnet ou au bout de mes 30 vers, et je regarde la caméra et je me suis fait plaisir. Mais parce qu'il y a quelque chose d'enivrant dans le fait de lire, de porter en fait un texte, et d'avoir voix au chapitre, parce qu'en fait c'est ça la lecture, et à l'origine c'était ça, à l'église, avoir voix au chapitre, mais c'est prendre la parole. Et si les comédiens français donnent envie aux unes et aux autres de prendre la parole, et en plus avec des beaux textes, oh là là, ce serait formidable. Ils ont choisi leur poème, ils ont choisi. Ah voilà, ça je ne savais pas. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que n'ayant pas de directeur artistique, ils se sont organisés bien sûr, et puis parfois j'imagine qu'il y a eu des petites tensions. On aimerait bien savoir sur quel poème il y a eu bataille. Il y avait eu ça déjà pour les Fables de La Fontaine. Mais bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai que là, il y a eu entre eux des choix qui ont été faits. J'imagine qu'ils ont dû défendre leur bout de gras. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que quand on écoute, je pense à Zone de Didier Sandre, je pense à plein d'autres poèmes. Bakary Sangaré, je crois que c'est La Cloche Fêlée. Non, mais c'est La Cloche Fêlée. Ouais. C'est incroyable quand même. Une charogne, Clotilde Bézère. Là, on se dit, mais c'est fabuleux. Puis des choses très légères, c'est Dominique Blanc qui l'y met, et alors voilà, il y a vraiment cette idée de promenade et des tonalités très variées et des surprises. On disait, on a l'impression de découverte au fur et à mesure. Une des choses très belles aussi, c'est que ces lectures, elles nous font comment dire, découvrir, nous aussi qui les fréquentons depuis un petit moment, certains poèmes qui n'étaient pas forcément, qu'on n'entendait pas ou sur lesquels on s'arrêtait pas. Dans les recueils, on a chacun nos préférés, et voilà, ça fait de nouvelles naissances. Ouais. C'est vrai, quand on est comme ça lettré, on feuillette les Fleurs du Mal. En fait, on va directement vers ceux qu'on aime, on les connaît par cœur, hop, on retrouve exactement tous les trucs. On se plaise. Et là, on en entend certains. Il y a une forme d'égalité, tout est à plat, et donc on peut tous les écouter. Ça c'est précieux aussi. Même les poèmes en latin. C'est quand même incroyable. Et puis, ce qui est quand même formidable aussi, évidemment, avec cette plateforme, c'est l'évidence, mais bon, c'est qu'on n'a pas besoin d'être à Paris. Voilà, c'est que de partout. C'est la plus grande salle de la Comédie Française. Exactement. Donc, c'est vraiment la plus grande salle de la Comédie Française. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde peut s'en emparer. Donc, voilà. Il y a des élèves qui vont vous attendre, donc je pense qu'il est l'heure de se dire au revoir, car ce soir il y a spectacle et des élèves qui vont venir voir la vie Galilée, de la vie Galilée avec leurs professeurs. Merci beaucoup à tous les trois, Marine Jubin, Thomas Reverdy, Marie-Laure Bazouliou. Merci beaucoup d'être venus partager cette expérience. Je pense que le message est passé, qu'il y a une offre pléthorique et que c'est surtout extrêmement réjouissant. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment à toute la fine équipe, comme d'habitude, Arthur Lenoir, Andrea Villechange. La semaine prochaine, 19h, comme chaque lundi, rendez-vous pour un nouvel épisode, et ce sera Béline Dola qui sera au rendez-vous. Très belle semaine à tous. Bon, écoutez, nous sommes lundi, c'est un début de deuxième semaine où vous êtes tous enfin réunis. C'est super. En fait, l'idée là, c'est de toute façon qu'on se lance dans le début de la pièce et surtout dans l'acte 1, qui, comme j'ai déjà pu vous le dire, c'est pour moi quand même l'acte qui expose tout, donc c'est le plus long, donc c'est celui où tout sera posé, et puis ensuite on a encore 4 actes pour tout résoudre, et tout ne sera que résolution. Donc sur cet acte-là, même si on a déjà travaillé des choses, il reste des scènes encore à traverser, la scène avec Lady Anne et puis la scène avec Marguerite. Mais je me dis que même là, comme un exercice, puisque de toute façon après on refera des filages de la pièce entière le plus vite possible pour que Nicolas puisse, notre Richard III puisse tout traverser. Non mais en fait, juste qu'on se redise bien ce truc un peu de quand on resitue la pièce sur la fin de la guerre des Deux Roses, sur la fin de cette noblesse, que tout est un peu en fragilité. Et que c'est peut-être le nouveau du nouvel ère, et donc de la diplomatie, de choses plus politiques, où les personnages ont des choses à échanger. Enfin voilà, je voudrais que tout cet acte 1 soit un peu sur cette tension-là en fait, pour voir ce que ça a fait par rapport à tout ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Jeudi, on répétera en fait le prologue par lequel commencera la lecture. Là, il n'y a pas tout le monde, donc j'ai pensé le faire plus tard. Mais dans l'idée, là, je vais quand même mettre 2-3 petites pistes, comme en plus Marie est là et que je voudrais que Marie chante. Voilà, 2-3 petites idées qu'on va se raconter ensemble avant l'entrée de Nicolas. Et puis après, on se lance dedans. On va chronométrer pour voir combien
ça dure tout ça. Et après, on fera du détail sur ce qu'on aura passé. Et la seule chose aussi, c'est il y avait un truc que je voulais en fait changer. Quand la fin, avec la scène avec Elisabeth, quand Elisabeth s'en va avec Gatsby, Rivers et Grey. Ouais, en fait, je pense que c'est mieux si vous sortez avec elle. Et comme ça, Nicolas, toi, tu restes là pour faire ton petit monologue. Et en fait, après, vous revenez prendre vos places à côté de Nicolas. Et toi, ça te permet même de dire, ah, mais voilà, comme d'habitude, silence, silence, mes 2 sbires arrivent. Par rapport à ce qu'on s'est dit, ça, c'est un petit changement. Voilà, et puis Claude, on continue, on voit par rapport à la dernière fois, je pense que dans l'idée, ça marche très bien. Et après, à l'intérieur de ça, je pense que tu peux complètement, ce que je te disais, elle a la mémoire de tout, et c'est une mémoire ancestrale. Enfin, que si même c'est une reine déchue, en fait, dès qu'elle prend la parole, ouais. Bah écoutez, voilà, on y va.